Yorana les parents et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 22 de SOS Parents. Je te préviens, si tu fais pas ça, t'auras pas ci. Si tu viens pas, moi je m'en vais. Et puis, si t'es pas content, t'as qu'à partir, quitter la maison. Ce sont des phrases qui sont super lourdes à entendre, super dures. Et pourtant, elles sortent trop facilement dans notre quotidien. Quand un parent dit ça, c'est vraiment qu'il se sent démuni. C'est vraiment que, par exemple, j'ai l'impression de faire tout pour mes enfants, de les aimer, de leur donner du temps, de l'argent, etc. Et que j'ai toujours des non, des mensonges, des conflits, etc., etc. Et du coup, je trouve ça injuste. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est que le parent, il a beaucoup besoin de rétablir un équilibre dans les relations. Un équilibre et puis aussi de comprendre pour quelles raisons, malgré tout ce qu'il fait de bien, les situations conflictuelles continuent. Ce besoin de comprendre, de compréhension, il est partagé par l'enfant. Parce que lui aussi, finalement, il est tranquille dans son truc, il joue, il est occupé avec sa passion ou autre chose. Et on vient lui demander un truc qui n'a pas de sens pour lui finalement. Et donc, comprendre, c'est vraiment une des clés pour dénouer ce genre de conflit-là. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on rentre quand même dans cette espèce de jeu de pouvoir avec le chantage? Eh bien, parce qu'en fait, quand mon enfant me dit non, j'ai l'impression qu'il prend le dessus sur moi, qu'il veut prendre le pouvoir. Donc du coup, instinctivement, je vais essayer de prendre le pouvoir, de rétablir la hiérarchie, etc. Et lui, il va faire de même, puisqu'il apprend par mimétisme, donc il va également essayer de reprendre le pouvoir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, quand ils sont de plus en plus âgés, c'est de plus en plus fort. Pour quelle raison est-ce qu'on a ce réflexe-là? C'est en fait souvent lié à notre histoire personnelle par rapport à notre enfance, mais aussi notre histoire collective, parce que dans notre société, on fonctionne beaucoup comme ça. C'est dramatique parce que parfois, sans s'en rendre compte, on en vient à des jeux de pouvoir sur des tout petits bébés, des petits bouts de chou qui marchent à peine. Et on va se mettre dans des états pas possibles, on va se mettre à crier plus fort qu'un bébé. Mais finalement, quand on se pose quelques secondes et on prend du recul, on se dit mais enfin, c'est pas possible que nous, adultes, on puisse se sentir en danger face à un bébé quand même, à un petit enfant tout jeune. C'est pas normal. Donc vraiment, c'est hyper important d'aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui a été stimulé. Et souvent, du coup, c'est quand nous-mêmes, on a été enfants et qu'on a vécu cette impuissance face à nos parents ou à des adultes qui ont pris le pouvoir sur nous, c'était quand même insupportable, mais on ne pouvait rien faire. Et du coup, cette impuissance que l'on a l'impression de vivre avec nos enfants quand ils hurlent, quand ils pleurent, quand ils nous disent non et qu'on ne sait pas quoi faire, ça nous remet dans cette situation-là et ça nous est insupportable. Et donc on va comme ça faire ce jeu de pouvoir. Sauf qu'en réalité, au final, à la fin, ça explose. Je veux dire, et même si on arrive à avoir gain de cause, ce sera au détriment de beaucoup de blessures et de ruptures dans la relation avec notre enfant. Donc on sera toujours perdant avec ce genre de comportement, ce genre de stratégie. À partir du moment où l'on met un si dans nos phrases, ça implique une condition. Et la condition, elle est dérangeante. Personne n'aime être soumis à des conditions. Si tu fais ça, tu auras ça. Ça ne stimule pas l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire qu'on va demander à l'autre d'obéir, de faire quelque chose pour avoir autre chose. Alors que finalement, ce qu'on veut dans l'éducation bienveillante, c'est que nos enfants fassent les choses parce qu'ils ont compris pourquoi c'était important de le faire, parce qu'ils ont envie de coopérer au bien-être de la famille et à leur bien-être, parce que l'un va avec l'autre.
Donc c'est dommage du coup de basculer dans le chantage parce qu'on n'obtiendra jamais la coopération de notre enfant comme ça. Parfois, la frontière est très fine aussi entre chantage et conséquences logiques, naturelles des choses. C'est-à-dire, par exemple, quand je vais dire à mon enfant, si tu veux aller à la mer, fais tes devoirs. Bon, il y a le si, donc dit comme ça, c'est un chantage. Maintenant, on peut le tourner d'une façon beaucoup plus contextualisée, en expliquant, en mettant du sens. En fait, tu m'as dit que tu avais envie de faire ce métier plus tard, et tu te souviens que pour ce métier-là, il faut travailler dans cette matière-là. Donc en fait, quand tu auras bien bossé ces matières-là, je sais pas moi, les maths par exemple, pour devenir ingénieur de je sais pas quoi, et là ce sera plus logique qu'on puisse se donner, s'octroyer du bon temps en allant à la plage. Est-ce que tu comprends? Stimuler l'intelligence de vos enfants, utiliser le mot quand plutôt que le mot si, et ça permettra vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide, comme des étapes sur un chemin pour avancer vers un bonheur général en fait. La famille, c'est vraiment un repère pour nos enfants. Et on cherche justement cette coopération, donc cette cohésion familiale. Donc on ne peut pas, dès que ça nous arrange, menacer notre enfant de perdre cette famille, de perdre cette sécurité. Cette sécurité familiale, elle doit être inconditionnelle. Sinon, elle crée beaucoup de dommages à l'intérieur de l'enfant en termes de confiance en soi, et ça peut faire des mémoires traumatiques qui peuvent être assez graves après sur les comportements futurs, ou même à très court terme aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de menacer un enfant de s'en aller, de perdre sa famille, etc., c'est dangereux parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Vraiment, je vous assure, de faire grandir votre enfant de tout petit bébé à adolescent avec cette assurance que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il est aimé et il est accepté comme il est. C'est vraiment comme une base, vraiment un fondement solide pour sa personnalité et son devenir. Ça ne veut pas dire que nous, parents, on doit accepter et dire amen, à dire oui à tout ce qu'ils vont faire comme bêtises. Non, pas ça. Par contre, malgré toutes les bêtises, j'aime pas ce mot-là en plus, tout ce qu'ils vont faire qui n'est pas en accord avec nos valeurs, tout ça, tout ce qu'ils vont faire, on va quand même les aimer. Et ça, c'est vraiment important de toujours les rassurer là-dessus. Même si tu as tapé ton camarade, même si tu as eu de mauvaises notes, je t'aime toujours. Maintenant, cela dit, comment est-ce que tu vas faire, est-ce que tu as besoin d'aide pour apprendre mieux, pour avoir de meilleures notes, ou comment est-ce que tu vas faire pour ne plus taper ce camarade parce que tu sais que les valeurs de la famille sont Voilà, vous voyez un peu, on peut très bien aimer nos enfants tout en acceptant, et justement c'est grâce à l'amour justement qu'on va accepter toutes leurs facettes, parce que nous non plus on est loin d'être parfait. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir ouvrir la négociation. Quand il y a comme ça un conflit et que justement on n'arrive pas à trouver de solution et que du coup on est tenté de basculer dans le chantage, se rappeler que notre enfant est intelligent et on va stimuler cette intelligence-là et on va ouvrir la négociation. Ok, tu veux pas faire ça, d'accord, pour quelle raison, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as besoin de plus d'explications, qu'est-ce qui empêche d'eux, est-ce que tu aurais peur de quelque chose, etc. etc. C'est vraiment important de pouvoir aussi nous leur montrer qu'on est capable de faire des compromis, des concessions, pour justement, au lieu de prendre le pouvoir l'un sur l'autre, et d'avoir comme ça une espèce de hiérarchie dominant-dominé,
eh bien on va plutôt passer sur un terrain horizontal et on va avoir du pouvoir avec l'autre. Vous voyez la différence? On est vraiment sur un même pied d'égalité. Certes, on est plus âgé, on a peut-être plus d'expérience, mais il n'empêche qu'ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre, nos enfants, et que quand on a un conflit, ils peuvent faire un effort sur certaines choses et nous aussi. Et en leur montrant que justement on est sur un pied d'égalité, et ben, ils vont avoir confiance en nous et ils vont être beaucoup plus enclins à la coopération parce qu'ils vont savoir, ils vont être rassurés sur le fait que quand c'est quelque chose d'important pour eux, on va aussi les respecter. Vous vous souvenez au début de la vidéo, j'ai dit que ce qui était vraiment le besoin qui était chatouillé justement quand on tombait dans ce schéma de chantage, c'était beaucoup un besoin d'équilibre, de rééquilibrer par rapport au respect mutuel. Ce respect mutuel, il va dans les deux sens. Si on veut qu'ils nous respectent, il faut aussi qu'on les respecte. Donc, ouvrir la négociation, c'est un outil fondamental. Maintenant, aussi comme solution, c'est de casser en fait ce cercle de la violence, cette escalade. Il faut savoir que quand on est comme ça en train de surenchérir dans le chantage et dans les menaces, c'est qu'on est dans un état de stress. On n'est plus vraiment connecté à notre cerveau qui réfléchit. On est vraiment dans l'instinct, dans quelque chose. Voilà. Et souvent, quand c'est fini d'ailleurs, on s'en rend compte, on se dit waouh, c'est allé super loin, très très vite, j'ai même pas vu le truc venir, quoi. Parce qu'on n'était pas dans les réflexions. On était vraiment dans un état de stress et de réaction. Donc, pour casser cet état de stress, eh bien en fait, un des meilleurs moyens, c'est les câlins, c'est les bisous, c'est le contact, c'est l'hormone de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Donc, ça nécessite quand même de faire un petit stop. Je prends un peu de recul. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de... Je prends un peu de recul. Et là, je me rappelle, ocytocine, ok. Viens, bon, il faut que l'enfant soit d'accord évidemment, hein, ou que la personne en fasse. En tout cas, le contact physique, un câlin, minimum 10 secondes avant que l'hormone du bonheur puisse commencer à faire effet. Et ça va vraiment permettre aux deux parties de redescendre en température. Okay. On dit souvent que l'enfant, les moments où il a le plus besoin de câlins, c'est justement les moments où on a le moins envie de le prendre dans nos bras. Parce que justement, ce câlin, même si au début il est un peu forcé, très vite, au bout de quelques secondes, on va sentir à l'intérieur de nous à quel point il va nourrir ses besoins d'équilibre, de respect, de compréhension, etc. Il va nourrir ces besoins-là que l'on cherche à nourrir avec de la violence, mais que finalement c'est vain. On ne nourrira jamais nos besoins avec quelque chose de négatif et de violent. Ce sera toujours les choses agréables, positives et qui nous font avancer, qui vont réellement nourrir sur le long terme nos besoins. Donc, beaucoup de choses pour cette vidéo, pour cette notion qui est assez complexe, il y a encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Et je vous souhaite de changer le monde en nous, pour eux. Nana!